L'air est lourd, presque solide. Il sent la poussière et le parfum bon marché de Sophie. Je retiens ma respiration, le cœur battant si fort contre mes côtes que j'ai peur qu'on l'entende à travers le bois fin de l'armoire. Dehors, j'entends sa voix, douce comme du miel, mais chaque mot est une goutte de poison. Dépêche-toi. Il va bientôt rentrer. Pour la maison? Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. La vieille est naïve? Elle vient de la campagne? Elle ne comprendra rien. Je porte une main tremblante à ma bouche pour étouffer un sanglot. Je ne suis pas seulement cachée ici par accident. Je suis le témoin silencieux de l'effondrement de tout ce en quoi j'ai cru. Pour comprendre comment j'en suis arrivée là. Dans cette armoire? À écouter la trahison de ma propre belle-fille. Il faut remonter le temps. Il faut revenir quelques années en arrière. À l'époque où je croyais encore avoir la belle-fille parfaite. Je m'appelle Hélène. J'ai 65 ans. Depuis que mon mari est parti. Je vis seule dans notre petite maison en Auvergne. Ce n'est pas grand. Mais il y a un jardin derrière. Où je cultive mes légumes et où mes poules picorent en liberté. Ma vie est simple. Rythmée par les saisons. Je suis une femme discrète. Je n'ai jamais voulu déranger personne. Mon fils, Thomas, est tout pour moi. C'est mon unique enfant. Ma plus grande fierté. Je l'ai élevé seul. Avec l'amour que je pouvais et le peu d'argent que nous avions. Je n'ai pas fait de grandes études. J'ai arrêté l'école très tôt pour aider à la ferme. Au fond de moi, j'ai toujours gardé une sorte de complexe. Un sentiment de ne pas être à ma place quand je suis entourée de gens instruits. Qui parlent bien et qui comprennent le monde mieux que moi. Alors, quand Thomas m'a présenté Sophie, j'ai cru que le ciel m'envoyait un cadeau. Elle était tout ce que je n'étais pas. Belle. Élégante. Avec un diplôme d'une grande école de commerce à Lyon. Elle parlait avec une assurance qui me fascinait. Le jour de leur rencontre, elle m'a serré la main. M'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Je suis si heureuse de vous rencontrer. Madame. Thomas m'a tellement parlé de vous. J'étais si fière. Mon fils. Mon Thomas. Avait trouvé une femme merveilleuse. Une femme qui allait l'élever. Le rendre heureux. Lui donner une vie meilleure que celle que j'avais pu lui offrir. Le jour de leur mariage, j'ai pleuré de joie. Je leur ai donné presque toutes mes économies pour les aider à acheter leur appartement à Lyon. Je ne voulais qu'une chose, leur bonheur. Au début, tout semblait parfait. Sophie m'appelait « maman ». Elle m'envoyait des photos de leur week-end, de leurs vacances. Quand je montais à Lyon pour leur rendre visite, elle était toujours souriante, prévenante. Elle me disait, « Asseyez-vous. Maman. Vous devez être fatiguée du voyage. Laissez-moi faire. » Et je la regardais s'affairer dans sa cuisine moderne et impeccable, me sentant à la fois reconnaissante et un peu maladroite, avec mes mains abîmées par la terre du jardin. Mais petit à petit, des fissures sont apparues dans cette image parfaite. Des choses infimes. Des détails que j'essayais d'ignorer. Que je mettais sur le compte de la différence de génération. De la différence entre la ville et la campagne. Je me souviens d'une fois en particulier. C'était un dimanche. J'étais montée à Lyon pour le week-end et j'avais décidé de leur préparer mon fameux bœuf bourguignon. C'est le plat préféré de Thomas depuis qu'il est enfant. Une recette de ma mère, qui la tenait de sa propre mère. J'avais apporté les meilleurs morceaux de viande du boucher de mon village. Les carottes de mon jardin. J'ai passé des heures en cuisine, heureuse à l'idée de leur faire plaisir. Le soir, quand j'ai servi le plat fumant sur la table, Thomas a eu les yeux qui brillaient.
Maman. Ça sent comme chez nous, a-t-il dit avec un grand sourire. Mais Sophie. Elle. A à peine touché à son assiette. Elle a piqué un morceau de viande avec sa fourchette. L'a regardé un instant. Puis a dit avec un petit sourire poli, c'est très bon. Maman. Mais c'est un peu gras. Non. Aujourd'hui. En ville. On fait attention à manger plus sainement. Puis. Elle s'est levée et s'est préparée une petite salade verte. Qu'elle a mangée en silence. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas méchant. Pas vraiment. Mais ces mots avaient transformé mon plat. Mon cadeau. En quelque chose de vieux. De dépassé. J'ai senti mes joues devenir chaudes. J'ai regardé mon assiette. Et soudain. Ce plat que j'aimais tant m'a paru lourd. Presque indigeste. Thomas n'a rien remarqué. Il a mangé avec appétit. En me racontant son travail. Moi. Je n'ai presque rien avalé. Ce soir-là. Pour la première fois. Je me suis sentie de trop dans la cuisine de mon fils. Un autre hiver. J'ai passé des semaines à lui tricoter une belle écharpe en laine. D'un bleu profond qui rappelait la couleur de ses yeux. J'y avais mis tout mon cœur. En pensant à elle qui prenait le tramway tôt le matin dans le froid de Lyon. Quand je la lui ai offerte, elle a eu un grand sourire. Oh. Maman. Merci. C'est très gentil. Il ne fallait pas. Elle l'a essayé. S'est regardée dans le miroir et a dit qu'elle était magnifique. J'étais si contente. Mais quelques mois plus tard, en l'aidant à ranger des affaires dans sa chambre, j'ai ouvert un tiroir. Et tout au fond, sous une pile de vieux magazines, j'ai vu mon écharpe. Pliée en boule. Comme un objet sans valeur qu'on oublie. Elle ne l'avait jamais portée. Pas une seule fois. Ce jour-là, j'ai compris que mes cadeaux, mon temps, mon affection, n'avaient pas la même valeur à ses yeux qu'aux miens. C'était juste une vieille chose faite par une vieille femme. Ça ne venait pas d'une boutique chic du centre-ville. Les incidents se sont multipliés. Toujours subtils. Toujours polis. Quand j'étais chez eux, assise dans leur salon, Sophie passait de longs appels téléphoniques avec ses amis. Elle parlait de marques de vêtements que je ne connaissais pas. De restaurants branchés. De problèmes de bureau avec des mots anglais que je ne comprenais pas. Elle riait. Elle se plaignait. Comme si je n'étais pas là. Je devenais transparente. Un meuble dans le décor. Je ne disais rien. Je prenais un livre. Je faisais semblant de lire. Mais les pages restaient floues. Je me sentais invisible. Thomas. Lui. Ne voyait rien. Il était souvent fatigué par son travail. Pour lui. Sophie était parfaite. Elle gérait la maison. Elle était ambitieuse. Elle était belle. Il me disait au téléphone, tu vois. Maman. J'ai de la chance de la voir. Et que pouvais-je répondre? Que sa femme parfaite me faisait sentir comme une paysanne ignorante? Que ses sourires étaient parfois plus froids que la glace? Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas être la belle-mère acariâtre. Celle qui sème la zizanie. Alors, j'ai commencé à espacer mes visites. Je trouvais des excuses. Le jardin me prenait trop de temps. Une de mes poules était malade. Je ne voulais pas les déranger. Au fond, j'avais peur. Peur de ce sentiment d'être jugée. D'être de trop. Je me suis convaincue que c'était mieux ainsi. Chacun sa vie. Je ne devais pas m'imposer. Je devais rester à ma place. Dans mon village. Dans ma petite vie.
Je pensais que c'était ça. Être une bonne mère. Savoir s'effacer. Je me répétais que c'était moi qui interprétais mal les choses. Que j'étais trop sensible. Après tout, Sophie ne m'avait jamais manqué de respect directement. Elle ne m'avait jamais crié dessus. Ses armes étaient plus fines, la condescendance polie. L'indifférence souriante. C'est une violence silencieuse qui ne laisse pas de bleu sur la peau, mais qui pèse lourd sur le cœur. Et j'ai continué à vivre comme ça, en gardant mes peines pour moi, en me persuadant que mon fils était heureux, et que c'était tout ce qui comptait. J'ai continué à l'aimer, et à essayer d'aimer la femme qu'il avait choisie. J'ai fermé les yeux, très fort, jusqu'au jour où je n'ai plus eu le choix. Jusqu'au jour où un drame familial m'a forcé à sortir de ma retraite, à ravaler ma fierté, et à retourner à Lyon. Ce jour-là, je ne savais pas encore que j'allais devoir ouvrir les yeux. Et que ce que j'allais voir serait bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Tout a basculé un mardi matin. Le téléphone a sonné à l'aube. Un de ces appels qui vous glacent le sang avant même d'avoir décroché. C'était mon neveu. La voix brisée par la panique. Tati Hélène. C'est maman. Elle a eu un accident. Ma sœur. Claire. Ma petite sœur. Elle avait glissé sur une plaque de verglas en allant chercher son pain. Une mauvaise chute. Une fracture compliquée de la hanche. Le médecin a été clair, il fallait opérer. Et vite. Et l'opération coûtait cher. Très cher. La famille de Claire n'avait pas beaucoup de moyens. Son mari était décédé jeune. Et ses enfants étudiaient encore. J'ai tout de suite vidé mon compte en banque. J'ai rassemblé chaque centime que j'avais mis de côté au fil des années. L'argent pour les coups durs. Pour les réparations du toit. Mais même avec tout ça, il manquait encore une somme importante. Plusieurs milliers d'euros. Pendant 2 jours, je n'ai pas dormi. J'ai appelé des amis. Des voisins. J'ai cherché des solutions. Mais personne dans mon village ne pouvait prêter une telle somme. J'étais désespérée. L'image de ma sœur, seule sur son lit d'hôpital, me hantait. Et puis, une seule idée a fini par s'imposer. Une idée que je repoussais de toutes mes forces, Thomas. Mon fils. Il gagnait bien sa vie. Je le savais. Je ne lui avais jamais rien demandé. Jamais. Même quand ma chaudière était tombée en panne en plein hiver, j'avais préféré m'endetter auprès d'un artisan local plutôt que de l'appeler. C'était ma fierté. Ou peut-être ma peur de le déranger. Mais cette fois, ce n'était pas pour moi. C'était pour Claire. J'ai passé une nuit entière à tourner et retourner la question dans ma tête. Demander de l'argent? C'est se mettre en position de faiblesse. Et face à Sophie, je me sentais déjà si petite. J'imaginais son regard. Son sourire poli qui dirait, bien sûr. Maman. On va vous aider. Mais qui penserait, la voilà. La vieille paysanne qui ne s'en sort pas toute seule. Finalement, l'amour pour ma sœur a été plus fort que ma fierté. Le lendemain matin, j'ai mis mes plus beaux vêtements. Ceux que je garde pour les grandes occasions. J'ai pris le premier train pour Lyon. Dans mon sac, j'avais un pot de confiture de mûre maison et un bouquet de fleurs de mon jardin. Des cadeaux ridicules? Peut-être. Mais j'avais besoin de ne pas arriver les mains vides. J'avais l'impression que ça rendrait ma demande moins crue. Le trajet a duré 2 heures. 2 heures pendant lesquelles mon cœur battait à tout rompre. Je répétais dans ma tête les phrases que j'allais dire. Thomas. Mon chéri. J'ai un service à te demander.
C'est très important. Ta tante Claire. J'avais appelé Thomas avant de partir, mais je suis tombée sur sa messagerie. J'ai laissé un message, disant juste que je passais à Lyon pour une course et que j'essaierais de le voir. Je ne voulais pas lui annoncer la mauvaise nouvelle par téléphone. Quand je suis arrivée devant leur immeuble moderne, j'ai hésité un long moment sur le trottoir. La porte d'entrée vitrée me renvoyait mon propre reflet, une petite femme aux cheveux gris. L'air anxieux, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Je me sentais étrangère dans ce quartier chic, si loin de mes chemins de campagne. J'avais un double des clés de leur appartement. Thomas avait insisté pour que je l'aie. Au cas où. Je ne l'avais jamais utilisé. Mais ce jour-là, je me suis dit que ce serait mieux d'attendre Thomas à l'intérieur, au calme, plutôt que dans un café bruyant. Je savais qu'il rentrait souvent un peu plus tôt que Sophie. J'espérais pouvoir lui parler seul à seul. J'ai glissé la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte en silence. L'appartement était vide. Calme. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres du salon. Tout était parfaitement rangé. Comme dans un magazine de décoration. Pas une trace de vie. Pas un objet qui traîne. C'était beau. Mais froid. J'ai posé mon sac et les fleurs sur la table de la cuisine. Mon estomac était noué. Je me suis assise sur une chaise. Mais je n'arrivais pas à rester en place. Je me suis levée. J'ai fait quelques pas dans le salon, en regardant les photos encadrées sur une étagère. Des photos de leur mariage, de leur voyage en Italie, au Portugal. Ils étaient beaux. Souriants. Je me suis sentie encore plus misérable. J'allais briser cette harmonie avec mes problèmes d'argent. Soudain, j'ai entendu un bruit. Le bruit d'une clé dans la serrure. Mon cœur a fait un bond. Thomas? Non. Il était trop tôt. Ça ne pouvait être que Sophie. Une vague de panique m'a submergée. Je n'étais pas prête à l'affronter. Pas seule. Je n'avais pas préparé mon discours pour elle. Elle allait me poser des questions. Me juger. Pourquoi étiez-vous là sans prévenir? Pourquoi avez-vous utilisé votre clé? Dans ma tête, tout s'est embrouillé. Je ne savais plus quoi dire. Quoi faire? La porte d'entrée s'est ouverte. J'ai entendu le claquement sec de ses talons sur le parquet. Sans réfléchir. J'ai agi par pur instinct. Un instinct stupide de survie. J'ai reculé, cherchant un endroit où me cacher. Juste pour quelques secondes. Le temps de reprendre mes esprits. La porte de leur chambre était juste à côté. Entr'ouverte. Je me suis glissée à l'intérieur. Le cœur battant la chamade. J'entendais ses pas se rapprocher. Mon regard s'est posé sur la grande armoire en bois sombre. Une des portes était mal fermée. C'était une idée folle. Irrationnelle. Mais à ce moment-là, c'était la seule qui me soit venue. Me faire toute petite. Disparaître. Je me suis faufilée à l'intérieur, tirant doucement la porte derrière moi. Je me suis retrouvée dans le noir, entourée par l'odeur de leurs vêtements. Je me sentais ridicule. Une femme de mon âge, cachée dans un placard comme une enfant qui a fait une bêtise. Je me suis dit que j'attendrais qu'elle aille dans le salon ou à l'étage, et je sortirais discrètement pour l'attendre dans la cuisine, en prétendant que je venais d'arriver. Mais je n'ai pas eu le temps. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Et puis, la voix de Sophie. Mais pas seule. Une voix d'homme, grave et inconnue, a répondu juste derrière elle. Tu es sûr qu'il ne rentrera pas plus tôt? A demandé l'homme. Certaine?
a répondu Sophie. Sa voix plus basse. Plus intime. Il a une réunion jusqu'à 18h. On a du temps. Allez. Viens. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai arrêté de respirer. Ce n'était pas Thomas. Qui était cet homme? J'ai entendu des bruits de pas dans la chambre. Puis le son d'un sac à main qu'on pose sur le lit. Ils étaient là. À quelques mètres de moi. Cette maison est incroyable, a dit l'homme. Tu as bien joué ton coup. Sophie a ri. Un petit rire sec, qui n'avait rien à voir avec le rire cristallin que je lui connaissais. C'est le fruit de 3 ans de patience. Mon chéri. 3 ans à jouer la comédie. À supporter sa mère insupportable. Mais ça valait le coup. Non. Je suis restée pétrifiée. La main crispée sur un cintre. Sa mère insupportable. Elle parlait de moi. Tu as été très forte, a continué l'homme. Franchement. Ton mari est d'une stupidité. C'est presque touchant. Le choc était si violent que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Je ne comprenais pas. C'était un cauchemar. Sophie. Mon Thomas. Cet homme. La comédie. Je ne l'ai jamais aimé. Tu le sais bien. Marc, a dit Sophie. Sa voix dure comme de la pierre. Je l'ai épousé pour avoir une adresse à Lyon et pour cet appartement. Sa mère a payé la moitié. La vieille est crédule. Un peu simple d'esprit. Quant à lui. Il est tellement prévisible. Tellement ennuyeux. Il me croit comme on croit au Père Noël. Mon monde s'est écroulé. Chaque mot était un coup de poignard. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une blague. C'était la vérité. Sa vérité. Une vérité monstrueuse. Qu'elle cachait depuis des années derrière ses sourires et ses « maman ». J'ai senti une nausée monter en moi. J'étais prise au piège. Prise au piège dans le noir. Obligée d'écouter la destruction de la vie de mon fils. Tremblante. J'ai glissé la main dans la poche de mon manteau. Mon téléphone était là. Mes doigts, gourds et froids, ont cherché l'application que mon neveu m'avait montrée. L'enregistreur vocal. Je ne savais pas pourquoi je faisais ça. C'était un réflexe. Une tentative désespérée de m'accrocher à quelque chose de réel dans ce tourbillon de mensonges. J'ai appuyé sur le bouton rouge. Une petite lumière s'est allumée sur l'écran. Et j'ai attendu. Dans le silence de ma prison de bois. Tandis que dehors, dans la lumière, la vie de mon fils était dépecée. Mot après mot. J'étais venue demander de l'aide. Et j'avais trouvé l'enfer. L'air dans l'armoire est devenu suffocant. Chaque seconde semblait durer une éternité. Dehors, la conversation continuait. Impitoyable. Ma main serrait si fort le téléphone que mes articulations étaient blanches. Le petit point rouge sur l'écran était la seule chose qui me prouvait que je ne rêvais pas. Alors, on la vend quand? Cette baraque? A demandé Marc. Sa voix empreinte d'une impatience gourmande. Je commence à en avoir marre de notre petit studio. Je veux vivre avec toi. Ici. Sophie a soupiré. Un soupir théâtral. Plein de faux tracas. Bientôt. Très bientôt. Une fois qu'on aura vendu. Je demande le divorce. On se partagera l'argent. Et adieu Thomas. Le seul problème. C'est sa mère. Mon nom. Elle a prononcé le mot « mère » avec un tel dédain que j'ai senti une vague de froid me parcourir. Elle est collante. A continué Sophie. Elle débarque toujours à l'improviste.
Tu as vu comment elle me regarde? Avec ses grands yeux de chien battu. Ça me donne la nausée. Elle se croit touchante avec ses légumes du jardin et ses confitures. La dernière fois, elle m'a ramené des œufs de ses poules. Des œufs avec de la terre dessus. J'ai tout jeté dès qu'elle a eu le dos tourné. Un sanglot est resté coincé dans ma gorge. Ces œufs. Je les avais ramassés le matin même. Encore chaud. Je m'étais dit que ça lui ferait plaisir. À elle qui achetait tout au supermarché. Marc a ri. Un rire gras. Méprisant. Tu es incroyable. Tu arrives à lui sourire en face? C'est un art. Mon amour. L'art de la manipulation. Je joue le rôle de la belle-fille parfaite. Je lui dis « Merci maman. Prenez soin de vous maman. » Et elle? La pauvre idiote. Elle boit mes paroles. Elle est tellement facile à berner. Vieille. Sans éducation. Elle ne voit rien. Je lui ai fait croire que je m'inquiétais pour sa santé. Pour ses rhumatismes. La prochaine étape, c'est de la convaincre de faire des examens. Avec un faux dossier médical, je pourrais facilement la placer dans une maison de retraite. Pour son bien? Bien sûr. Une maison de retraite. Le mot a explosé dans ma tête. Il voulait se débarrasser de moi. M'enfermer. M'effacer complètement du tableau. Je n'en pouvais plus. J'ai mordu ma lèvre jusqu'au sang pour ne pas crier. La douleur physique était presque un soulagement face à la douleur qui me déchirait l'âme. Mon fils. Mon Thomas. Il le trahissait. Le volait. Et prévoyait de jeter sa mère comme un vieux meuble encombrant. Leurs voix se sont rapprochées. J'ai entendu le bruit d'un baiser. Puis des chuchotements que je ne voulais pas comprendre. J'ai fermé les yeux. Priant pour que ça s'arrête. Mon corps tout entier tremblait de rage et de chagrin. Enfin. Après ce qui m'a semblé être une vie entière. J'ai entendu Sophie dire « Bon. Il faut que tu partes. On ne sait jamais. S'il rentrait plus tôt. D'accord. Appelle-moi ce soir. Et n'oublie pas de supprimer l'historique de tes appels. Ne me prends pas pour une débutante? A-t-elle répondu en riant. La porte de la chambre s'est refermée. J'ai entendu leurs pas s'éloigner dans le couloir. Puis la porte d'entrée se fermer à clé. Un silence de mort est tombé sur l'appartement. Je suis resté immobile encore quelques minutes. Incapable de bouger. Mes jambes ne me portaient plus. Finalement. J'ai poussé la porte de l'armoire. La lumière m'a aveuglée. J'ai titubé jusqu'au lit et je me suis assise. La pièce tournait autour de moi. Sur l'écran de mon téléphone, l'enregistrement continuait de tourner. 27 minutes. 27 minutes qui avaient anéanti 35 ans de ma vie. J'ai appuyé sur le bouton stop. Mes doigts tremblants. Ma première pensée a été pour Thomas. Il fallait que je le prévienne. Il fallait qu'il sache. Il devait ouvrir les yeux. J'ai cherché son numéro dans mes contacts. Mon pouce a glissé plusieurs fois sur l'écran à cause de mes tremblements. Enfin. J'ai lancé l'appel. Une sonnerie. 2 sonneries. Il a décroché. Maman? Sa voix. Sa voix innocente. J'ai fondu en larmes. Thomas. Thomas. Il faut que tu rentres. Tout de suite. Ma voix était méconnaissable. Étranglée par les sanglots. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? A-t-il demandé. Sa voix soudain inquiète. C'est Sophie. Il s'est passé quelque chose de terrible. Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. À l'autre bout du fil. Sa voix a changé.
Elle est devenue dure. Maman. Je suis en pleine réunion. C'est très important. Quoi que ce soit. Ça peut attendre ce soir? Non. Ne m'appelle pas au travail pour rien. Mais ce n'est pas rien. Ai-je crié? Désespérée. Tu dois savoir. Elle te trompe? Thomas. Elle te ment. Il y a eu un silence glacial. Puis. Il a dit. D'une voix coupante, ça suffit. Maman. Je ne sais pas ce que tu as contre elle. Mais ça va trop loin. Arrête d'inventer des histoires. On en reparle ce soir. Et il a raccroché. Le bip final a résonné dans mes oreilles comme un coup de feu. Il ne me croyait pas. Il pensait que j'étais folle. Que j'étais jalouse. Sophie avait si bien fait son travail. Elle l'avait monté contre moi. Petit à petit. Sans même qu'il s'en rende compte. J'ai essayé de le rappeler. Une fois. 2 fois. Il n'a pas répondu. Je suis tombée sur sa messagerie. J'étais seule. Terriblement seule. Je ne savais pas quoi faire. Rester ici et attendre? Attendre qu'il rentre? Qu'il me regarde avec pitié et agacement? Qu'il écoute la version de Sophie? Ses larmes de crocodile? Ses accusations? Je savais d'avance comment la scène allait se jouer. Elle allait nier? Se poser en victime? Et il la croirait. Il la choisirait. Elle. Non. Je ne pouvais pas rester. J'ai attrapé mon sac. J'ai laissé les fleurs et la confiture sur la table de la cuisine comme les vestiges d'un monde qui n'existait plus. J'ai quitté l'appartement. Le cœur en miettes. Dans la rue, le bruit de la ville m'agressait. J'ai marché sans but. Les larmes coulant sur mes joues. Je me suis retrouvée à la gare. Et j'ai pris le premier train pour rentrer chez moi. Dans mon village. Pendant que j'étais assise dans le wagon, regardant le paysage urbain défiler et se transformer lentement en champs et en forêt, je ne savais pas que Sophie était déjà en train de jouer son coup suivant. Dès que Marc était parti, elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Un détail. La porte de la chambre, qu'elle était sûre d'avoir laissée grande ouverte, était maintenant presque fermée. Un 6e sens. Peut-être. Elle a fait le tour de l'appartement. Et elle a vu. Sur la table de la cuisine. Le bouquet de fleurs des champs et le pot de confiture avec mon écriture sur l'étiquette. La panique l'a saisie. Elle a compris. J'étais là. J'avais tout entendu. Son visage s'est durci. La peur a laissé place à une froide détermination. Elle a immédiatement attrapé son téléphone et a composé le numéro de Thomas. Sa voix, quand il a répondu, était à l'opposé de la mienne. Elle était douce, tremblante, celle d'une femme au bord de la crise de nerfs. Thomas. Mon chéri. A-t-elle commencé en reniflant bruyamment. Ta mère. Elle est venue. Je sais. A répondu Thomas. Exaspéré. Elle vient de m'appeler en hurlant des choses insensées. Oh. Mon Dieu. A sangloté Sophie. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Je suis rentrée et je l'ai trouvée ici. Elle a commencé à m'accuser. De choses horribles. Que je te trompais. Que je voulais te voler. Elle était comme folle. Elle a dit qu'elle allait ruiner notre vie. J'ai eu si peur. Thomas. Je crois qu'elle me déteste vraiment. Elle a fait une pause, laissant le temps à ses mots empoisonnés de faire effet. Je ne veux pas causer de problème entre vous. Mais je ne me sens plus en sécurité. Et si elle revenait?
Et si elle me faisait du mal? À l'autre bout du fil, la colère de Thomas s'est transformée en inquiétude pour sa femme. Ne t'inquiète pas. Mon amour. Je rentre tout de suite. Ne bouge pas. Je vais m'occuper de ça. Je vais lui parler. Quand il a raccroché, un sourire triomphant s'est dessiné sur les lèvres de Sophie. La partie n'était pas finie. Elle venait de jouer sa meilleure carte, celle de la victime. Et moi? Dans mon train qui me ramenait vers ma solitude, je ne savais pas encore que le piège venait de se refermer sur moi. Mon propre fils, que j'essayais de sauver, était maintenant convaincu que j'étais le monstre. Le soir même, alors que j'étais assise dans ma cuisine, fixant le mur sans le voir, mon téléphone a sonné. C'était lui. Thomas. Une lueur d'espoir s'est allumée en moi. Peut-être qu'il avait réfléchi. Peut-être qu'il était prêt à m'écouter. J'ai décroché. Le cœur battant. Maman. Sa voix était froide. Distante. Tout espoir s'est éteint aussitôt. Je ne comprends pas. A-t-il commencé? Sans même me demander comment j'allais. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Comment peux-tu être aussi cruel avec Sophie? Cruel? Le mot m'a frappé en pleine poitrine. Mais Thomas. Ce n'est pas moi. C'est elle qui. Elle qui quoi? M'a-t-il coupé? Sa voix montant d'un cran. Elle qui t'accueille toujours à bras ouverts? Elle qui essaie de te faire plaisir? Je l'ai trouvée en larmes. Maman. En larmes. Elle tremblait. Elle était terrifiée par toi. Tu l'as accusée des pires choses. Sans aucune preuve. Qu'est-ce que tu cherches à faire? À briser mon couple? Chaque mot était une gifle. Il ne me posait pas de questions. Il m'accusait. Il avait déjà son jugement. La version de Sophie était devenue sa vérité. J'ai des preuves. Ai-je murmuré? La gorge serrée. J'ai tout enregistré. Thomas. Leur conversation. Il y a eu un rire à l'autre bout du fil. Un rire amer. Plein d'incrédulité. Un enregistrement? Mais tu t'entends parler? Tu es en train de me dire que tu t'es caché pour nous espionner? Maman. Tu es en train de perdre la tête. C'est la vieillesse. La solitude. Ça te rend paranoïaque. Paranoïaque. Le mot a achevé de me briser. Ce n'était plus de la colère que j'entendais dans sa voix. C'était de la pitié. La pitié qu'on a pour quelqu'un qui a perdu la raison. Je vais t'envoyer le fichier. Ai-je dit. Tentant une dernière fois de le rattraper. Non. A-t-il répondu fermement. N'envoie rien. Je ne veux pas écouter tes délires. Ce que je veux, c'est que tu appelles Sophie et que tu lui présentes tes excuses. Jamais. Ai-je soufflé. Très bien. A-t-il dit. Sa voix devenant glaciale. Alors. Pour l'instant. Je pense qu'il est préférable qu'on ne se parle plus. Tu as besoin de temps pour réfléchir à ce que tu as fait. Quand tu seras calmé. Et quand tu seras prête à t'excuser. Tu pourras me rappeler. Il a raccroché avant même que je puisse répondre. Je suis restée là. Le téléphone à la main. Le silence de la maison m'enveloppant comme un linceul. Mon fils. Mon propre fils venait de me bannir de sa vie. Il avait choisi son camp. Et j'avais perdu. Sophie avait gagné cette manche. Et de loin. Elle avait réussi à retourner mon fils contre moi. À faire de moi une vieille folle. Méchante et sénile. Les jours qui ont suivi ont été les plus longs de ma vie. Je n'ai pas appelé ma sœur Claire. Je ne pouvais pas.
Je n'avais pas l'argent. Et je n'avais plus la force de lui expliquer mon échec. Je me sentais vide. Inutile. J'errais dans ma maison comme une âme en peine. Le jardin a été laissé à l'abandon. Les poules me regardaient. L'air interrogateur. Même la nourriture n'avait plus de goût. J'écoutais en boucle l'enregistrement sur mon téléphone. J'écoutais la voix de Sophie. La voix de cet homme. Marc. Je les écoutais rire de moi. De mon fils. Je les écoutais comploter. Au début, ça me faisait mal. Puis, la douleur s'est transformée en autre chose. Une colère froide, profonde. Une colère qui a commencé à chasser le désespoir. Il m'avait prise pour une idiote. Il pensait que j'allais abandonner, me recroqueviller dans mon coin et attendre de mourir. Il se trompait. J'étais peut-être vieille. Je n'avais peut-être pas fait de grandes études. Mais je n'étais pas stupide. Et personne n'avait le droit de faire ça à mon fils. Je ne pouvais plus compter sur Thomas pour ouvrir les yeux tout seul. Sophie le tenait fermement dans ses filets. Si je voulais qu'il voie la vérité, je devais la lui jeter au visage. D'une manière si brutale, si incontestable, qu'il ne pourrait plus se voiler la face. Le désespoir a lentement laissé la place à une étrange lucidité. Je ne pleurais plus. Mon esprit est devenu clair, affûté. Je devais changer de stratégie. L'attaque frontale avait échoué. Il fallait être plus subtil. Plus rusé. Je devais utiliser les mêmes armes qu'elle, la patience et la dissimulation. J'ai commencé à réfléchir. J'ai repassé en boucle les conversations que j'avais eues avec Sophie. Elle parlait souvent de sa famille. De ses parents, dont elle était si fière. De son grand-père, qu'elle disait adorer. Elle se présentait toujours comme une fille de bonne famille, respectueuse des traditions. C'était son image. Son armure. Et si je brisais cette armure? Et si je l'attaquais là où elle s'y attendait le moins? Non pas dans son couple, où elle avait le contrôle total sur Thomas, mais au cœur de sa propre famille. Devant ceux dont elle cherchait l'approbation. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée audacieuse, presque folle. J'ai appelé ma cousine, qui habite non loin du village des parents de Sophie. Je lui ai posé quelques questions. L'air de rien. Sur la famille. Les habitudes. Ma cousine, grande bavarde, m'a raconté tout ce qu'elle savait. Et elle m'a donné l'information que j'attendais. Ah oui. La famille de Sophie. M'a-t-elle dit. Ils sont très à cheval sur les traditions. Le mois prochain, c'est l'anniversaire de la mort de son grand-père. Chaque année, ils font une grande réunion de famille. C'est très important pour eux. Une réunion de famille. Un grand rassemblement. Un public. C'était parfait. C'était la scène idéale. Ce jour-là, j'ai pris une décision. J'allais attendre. J'allais faire silence radio. Je laisserais Thomas et Sophie croire qu'ils avaient gagné. Je les laisserais baisser leur garde. Et le jour de cette réunion de famille, j'irais. Je n'y serais pas invitée? Bien sûr. Mais je m'imposerais. Et devant ses parents? Ses oncles? Ses tantes? Devant tous ceux à qui elle racontait qu'elle était une épouse modèle et une belle fille dévouée? Je ferais tomber le masque. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. Je leur ferais simplement écouter la vérité. La vérité brute. Enregistrée sur mon téléphone. C'était un plan risqué. Je pouvais me faire humilier. Me faire chasser.
Mais je n'avais plus rien à perdre. Ma relation avec mon fils était déjà détruite. Ma dignité avait été bafouée. La seule chose qui me restait, c'était la vérité. Et j'allais la faire éclater. Quel qu'en soit le prix. À partir de ce moment, tout a changé. J'ai recommencé à manger. Je suis retournée dans mon jardin, arrachant les mauvaises herbes avec une énergie nouvelle. Chaque geste était dicté par cette nouvelle résolution. La vieille femme triste et abattue avait disparu. À sa place, il y avait une femme déterminée, qui attendait son heure. Je pensais à Thomas. Mon pauvre Thomas. Ce que j'allais faire allait lui causer une peine immense. La découverte de la trahison de sa femme serait une blessure terrible. Mais c'était une blessure nécessaire. Comme un chirurgien qui doit ouvrir pour enlever une tumeur. Il valait mieux une douleur vive et rapide qu'un poison qui le rongeait lentement de l'intérieur. J'ai regardé le calendrier. Il restait 3 semaines avant la date fatidique. 3 semaines de silence. 3 semaines pour me préparer à la bataille finale. La bataille d'une mère pour sauver son fils. Les 3 semaines qui ont suivi se sont écoulées dans un silence pesant. Je n'ai pas appelé Thomas. Il ne m'a pas appelé. C'était comme si un mur de glace s'était dressé entre nous. Parfois, le soir, je prenais mon téléphone, le doigt suspendu au-dessus de son nom. L'envie de l'entendre, même pour m'insulter, était presque insoutenable. Mais je résistais. Mon plan exigeait le silence. Je devais le laisser croire que j'avais accepté ma défaite. Que la vieille folle était retournée dans son coin. Pour ne pas sombrer, je m'occupais l'esprit et le corps. J'ai remboursé l'argent que j'avais emprunté à mes voisins pour les premiers frais médicaux de ma sœur Claire. Pour le reste de l'opération, elle a finalement pu obtenir une aide sociale inespérée. C'était un immense soulagement. Au moins, je n'avais plus ce poids sur la conscience. Je pouvais me concentrer entièrement sur ma mission. J'ai passé des heures dans mon jardin. Je désherbais. Je bêchais la terre. Je plantais de nouvelles salades. La fatigue physique m'aidait à calmer le tumulte dans ma tête. Chaque mauvaise herbe que j'arrachais, c'était un peu de ma colère qui sortait. Pour m'assurer d'avoir toutes les cartes en main, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire un jour, j'ai appelé l'une des voisines de Thomas et Sophie à Lyon. Madame Dubois. C'était une petite dame retraitée, très bavarde, que Sophie qualifiait toujours de commère. Sophie la méprisait ouvertement, mais elle lui souriait toujours poliment dans l'ascenseur. Moi, j'avais discuté quelquefois avec elle sur le palier. Je savais qu'elle observait tout. J'ai pris un prétexte anodin. Je lui ai demandé si elle n'avait pas vu un colis que j'avais envoyé à mon fils, qui semblait s'être perdu. C'était un mensonge. Bien sûr. Mais ça a ouvert la conversation. Oh. Madame Hélène? Comment allez-vous? A-t-elle dit. Ravie d'avoir quelqu'un à qui parler. Non. Je n'ai pas vu de colis. Mais je vois souvent votre belle-fille. Elle sort beaucoup en ce moment. Et pas toujours avec votre fils. Si vous voyez ce que je veux dire. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ah bon? Ai-je demandé, essayant de paraître simplement curieuse. Oui. Il y a un homme. Grand. Brun. Qui vient la chercher parfois. Pas avec la voiture de votre fils. Une autre. Plus sportive. Ils ont l'air très proches. L'autre jour, je les ai vus discuter sur le trottoir. Ils regardaient des annonces sur un téléphone. Des annonces immobilières. J'ai cru entendre le mot « vendre ». Je me suis dit que c'était bizarre. Ils viennent à peine d'acheter.
Non. Chaque mot de Madame Dubois était une pièce de plus dans le puzzle. Vendre. Il préparait déjà la vente de la maison. Mon argent. L'argent de mon mari. L'argent d'une vie de labeur. Ils allaient le transformer en billet de banque pour s'enfuir ensemble. Merci beaucoup. Madame Dubois. Ai-je dit. Ma voix tremblant légèrement. Vous m'êtes d'une grande aide. Après cet appel, ma résolution est devenue aussi dure que le granit. Il n'y avait plus l'ombre d'un doute. Plus l'ombre d'une pitié. Sophie n'était pas seulement une femme infidèle. C'était une voleuse. Une calculatrice froide et sans scrupules. J'ai vérifié plusieurs fois le fichier audio sur mon téléphone. Je l'ai copié sur une petite clé USB que j'ai cachée au fond de mon portefeuille. On n'est jamais trop prudent. Le temps s'est écoulé. Lentement. Lourdement. La veille du jour J. Je n'ai pas réussi à dormir. J'étais assise dans le noir de mon salon, à regarder la lune à travers la fenêtre. Je n'avais pas peur. J'étais au-delà de la peur. Je me sentais étrangement calme. Comme un soldat avant la bataille. Je savais ce que j'avais à faire. Je pensais à Thomas. J'imaginais son visage quand il me verrait arriver. Sa colère. Son embarras. Puis, j'imaginais son visage quand il entendrait l'enregistrement. Son incrédulité. Sa douleur. Mon cœur de mère se serrait à cette idée. J'allais devoir lui infliger une souffrance terrible pour le sauver. C'était le paradoxe le plus cruel de ma vie. J'ai pensé aussi aux parents de Sophie. Ils allaient être humiliés publiquement. Leur fierté allait être anéantie. Était-ce juste de leur faire ça? Peut-être pas. Mais leur fille avait détruit une partie de ma vie. Et s'apprêtait à détruire celle de mon fils. La justice. Parfois. N'est pas douce. Le matin du grand jour est arrivé. C'était un samedi d'automne. Gris et frais. Le ciel était bas. Menaçant. Comme un reflet de mon humeur. Je me suis habillée sobrement. Avec une robe sombre et mon vieux manteau. Je ne voulais pas attirer l'attention par mon apparence. Je voulais que ce soit mes mots. Ou plutôt la voix de Sophie. Qui retentissent. J'ai pris le bus. Le voyage jusqu'au village des parents de Sophie a duré près de 2 heures. 2 heures à regarder les paysages de ma région défiler. Les collines. Les forêts aux couleurs de feu. C'était un décor paisible. En totale contradiction avec la guerre que je m'apprêtais à déclencher. Quand je suis descendue à l'arrêt, j'ai demandé mon chemin. La maison des parents de Sophie était un peu à l'écart du centre. Une belle maison de maître avec un grand jardin. Plusieurs voitures étaient déjà garées devant. Je pouvais entendre un brouhaha de voix et de rires qui filtrait à travers les murs. Je suis restée un long moment de l'autre côté de la rue. Caché derrière un grand chêne. Je regardais la maison. J'étais prise d'un vertige. Et si je n'avais pas la force? Si ma voix tremblait? Si je me mettais à pleurer comme une enfant? Non. J'ai repensé à Thomas. À son visage confiant le jour de son mariage. J'ai repensé à l'argent que je lui avais donné. Avec tant d'amour et d'espoir. J'ai repensé au mot « maison de retraite ». La colère a chassé la peur. J'ai traversé la rue. D'un pas lent mais assuré. J'ai poussé le portail en fer forgé. Qui a grincé doucement. J'ai traversé le jardin. Personne ne m'a vu. Ils étaient tous à l'intérieur ou sur la terrasse à l'arrière. Je suis arrivée devant la porte d'entrée. Elle était ouverte. J'ai pris une grande inspiration. Et je suis entrée. Je me suis retrouvée dans un grand couloir. En face de moi. La porte du salon était grande ouverte. Ils étaient tous là.
Une vingtaine de personnes. La famille de Sophie. Ils étaient attablés. Le repas venait de commencer. Il y avait des plats partout. Du vin sur la table. L'ambiance était joyeuse. Et au milieu de tout ça, je les ai vus. Thomas et Sophie. Ils étaient assis côte à côte. Sophie portait une jolie robe blanche. Elle riait. La tête penchée vers un oncle qui lui racontait une histoire. Thomas lui tenait la main. Un sourire un peu absent sur le visage. Il avait l'air fatigué. Personne ne m'a remarqué tout de suite. Je suis resté là. Dans l'embrasure de la porte. Comme un fantôme. C'est Sophie qui m'a vu la première. Son rire s'est figé sur ses lèvres. Ses yeux se sont agrandis de stupeur. Son visage a perdu toutes ses couleurs. Elle est devenue blême. Puis Thomas a suivi son regard. Quand il m'a vu, son expression a changé instantanément. La surprise a laissé place à une colère sourde. Il a froncé les sourcils. A lâché la main de Sophie. Le silence s'est fait. Les conversations se sont arrêtées les unes après les autres. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. 20 paires d'yeux me fixaient. Interrogateur. Hostile. Le père de Sophie. Un homme grand et sévère. S'est levé. Madame? Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas invitée. Le moment était venu. Mon cœur battait à se rompre. Mais ma voix, quand elle est sortie, était étonnamment ferme. Je sais. Et je m'en excuse. Mais il y a quelque chose que vous devez tous savoir. Quelque chose qui concerne la femme parfaite que vous admirez tant. Tous les regards se sont tournés vers Sophie. Qui était maintenant livide. Clouée sur sa chaise. Le piège était en place. L'affrontement final allait commencer. Le silence dans la salle à manger était total. Si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Les visages qui me fixaient passaient de l'étonnement à la méfiance. Sophie, pétrifiée, me dévisageait comme si elle avait vu un spectre. Elle s'est levée d'un bond, renversant presque son verre de vin. Maman, a-t-elle sifflé, en essayant de garder une façade de calme? Mais sa voix tremblait. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est ni le lieu ni le moment. S'il te plaît. Pars. Ne fais pas de scène. Elle s'est approchée de moi. Comme pour me pousser doucement vers la sortie. Son intention était claire, m'isoler. Me faire passer pour une vieille femme sénile qui s'était trompée de jour ou de maison. J'ai fait un pas en arrière, refusant son contact. Mon regard n'a pas quitté le sien. Une scène? Sophie. Tu as peur d'une scène? C'est drôle. Tu n'avais pas l'air si préoccupé par les apparences quand tu étais dans les bras d'un autre homme. Dans le lit de mon fils. Un hoquet de stupeur a parcouru l'assemblée. Une tante a laissé tomber sa fourchette dans son assiette avec un bruit métallique. Le père de Sophie est devenu rouge de colère. Comment osez-vous? A-t-il grondé. Venir chez moi et insulter ma fille de la sorte. Thomas s'est enfin levé. Son visage était fermé. Un masque de fureur et d'humiliation. Maman. Ça suffit. Je t'avais prévenu. Tu vas trop loin. Il a commencé à marcher vers moi. L'intention évidente de me faire sortir de force. C'est à ce moment que j'ai sorti mon arme. Mon téléphone. Je l'ai brandi. Pas comme une menace, mais comme une évidence. Je ne dis que la vérité. Ai-je dit d'une voix forte et claire? Pour que tout le monde entende. Et la vérité? Je l'ai ici. Sophie a vu le téléphone dans ma main et son visage s'est décomposé. La panique a remplacé la stupeur. N'importe quoi.
Elle est folle. Elle a tout inventé. Thomas. Dis-leur. Dis-leur que ta mère me déteste. Qu'elle est jalouse. Elle s'est tournée vers lui. Les larmes commençant à monter à ses yeux. La comédienne entrait en scène pour son plus grand rôle. Mais cette fois, son public était différent. Sa famille la regardait. Les sourcils froncés. Le doute commençait à s'installer. Mon calme. Ma détermination. Face à son agitation soudaine, créait une image troublante. Thomas s'est arrêté à mi-chemin. Il me regardait, puis regardait Sophie, puis de nouveau moi. Il était tiraillé, confus. Maman, arrête ce cirque. Range ce téléphone. Je ne le rangerai pas. Ai-je répondu, ma voix ne faiblissant pas. Je ne suis pas venue ici pour rien. J'ai supporté en silence tes accusations. Mon fils. J'ai supporté que tu me traites de menteuse. De folle. J'ai accepté que tu me fermes ta porte au nez. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Tu ne veux pas me croire? Très bien. Alors, écoute. Écoute la voix de ta femme. Et avant que quiconque puisse réagir, j'ai appuyé sur le bouton « Play ». J'avais mis le volume au maximum. La petite enceinte du téléphone, dans le silence de la pièce, a semblé aussi puissante qu'un haut-parleur. D'abord, il y a eu un petit grésillement. Puis, la voix de Sophie, claire comme du cristal. Dépêche-toi. Il va bientôt rentrer. Pour la maison? Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. La vieille est naïve? Elle vient de la campagne? Elle ne comprendra rien. Un murmure horrifié a parcouru la tablée. La mère de Sophie a porté la main à sa bouche. Les yeux écarquillés. L'enregistrement continuait. La voix de Marc. Leur rire. Franchement. Ton mari est d'une stupidité. C'est presque touchant. Le visage de Thomas est devenu blanc comme un linge. Il a fait un pas en arrière? Comme s'il avait reçu un coup. Ses yeux étaient fixés sur le téléphone. Puis sur Sophie. Dans une incrédulité absolue. Sophie. Elle. A poussé un cri. Un cri de bête traquée. Elle s'est précipitée sur moi, essayant de m'arracher le téléphone des mains. Arrête ça. Arrête. Mais son père l'a attrapée par le bras, la retenant fermement. Laisse. A-t-il dit d'une voix sourde. Son visage était un masque de honte et de fureur. Et la pire des phrases est arrivée. La plus cruelle. Je ne l'ai jamais aimé. Tu le sais bien. Je l'ai épousée pour avoir une adresse à Lyon et pour cet appartement. La prochaine étape, c'est de la convaincre de faire des examens. La placer dans une maison de retraite. À ces mots, Thomas a chancelé. Il s'est appuyé contre le mur pour ne pas tomber. Sa respiration était courte, saccadée. Il ne regardait plus personne. Il fixait le sol, le regard vide. L'homme fier et en colère qui m'avait fait face quelques minutes plus tôt avait disparu. À sa place, il n'y avait plus qu'un homme brisé. J'ai arrêté l'enregistrement. Le silence qui a suivi était plus terrible encore que le son de la voix de Sophie. C'était un silence rempli de honte, de trahison et de cœur brisé. Sophie s'est effondrée sur sa chaise en sanglotant. Mais ce n'étaient plus des larmes de comédienne. C'étaient les larmes amères de la défaite. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Ils étaient tous figés. Témoins de la chute spectaculaire de leur idole. Je me suis approché de Thomas. Doucement.
Je lui ai posé la main sur le bras. Il a sursauté, puis a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis des semaines, il me voyait. Vraiment. Il voyait la vérité dans mes yeux. Et dans les siens? Je n'ai plus vu de la colère. Juste une douleur infinie. Je suis désolée. Mon chéri. Ai-je murmuré? Ma propre voix se brisant enfin. Je suis tellement désolée que tu aies dû apprendre ça de cette façon. Il n'a pas répondu. Il a juste secoué la tête. Lentement. Comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Le charme était rompu. La bulle de mensonge avait éclaté. Sophie n'était plus la belle-fille parfaite. L'épouse aimante. La fille modèle. Elle n'était plus rien qu'une menteuse. Exposée au grand jour. Devant ceux dont le jugement comptait le plus pour elle. J'avais gagné. Mais en regardant le visage dévasté de mon fils, je n'ai ressenti aucune joie. Seulement un immense et profond chagrin. La guerre était finie. Mais maintenant, il fallait nettoyer les ruines. La scène qui a suivi a été chaotique et misérable. Le père de Sophie, livide de honte, s'est levé et, d'une voix qui tremblait de rage contenue, a simplement dit « dehors ». Le mot n'était pas adressé à moi, mais à sa propre fille. Sophie a levé la tête, le visage ravagé par les larmes, cherchant du soutien. Mais tous les regards se détournaient d'elle. Même sa propre mère ne la regardait plus, fixant son assiette avec une expression de dégoût. Thomas, lui, est sorti de sa torpeur. Il a traversé la pièce d'un pas mécanique, sans un regard pour sa femme, a ramassé sa veste sur le dossier d'une chaise et est parti sans dire un mot. J'ai entendu la porte d'entrée claquer. C'était un son final. Définitif. Je l'ai suivi. Je n'avais plus rien à faire ici. Mon travail était terminé. En passant devant la table, j'ai croisé le regard du père de Sophie. Il n'y avait plus de colère, seulement une immense lassitude. Il a hoché la tête. Un geste minuscule. Presque imperceptible. Ce n'était pas un remerciement, mais une forme de reconnaissance. Il savait que j'avais dit la vérité. J'ai retrouvé Thomas dehors. Il était assis dans sa voiture, les mains sur le volant, le front appuyé contre ses poings. Il ne pleurait pas. Il était au-delà des larmes. Je suis montée côté passager. Nous sommes restés là. En silence. Pendant de longues minutes. Tandis que derrière nous, une famille implosait. Le retour vers Lyon s'est fait dans un silence total. Thomas conduisait. Les yeux fixés sur la route. Le visage de marbre. Je n'ai pas essayé de lui parler. Il n'y avait rien à dire. Les mots étaient inutiles. Il avait besoin de temps pour digérer le poison de la trahison. Arrivé à son appartement, il a coupé le moteur et est resté immobile. Je ne peux pas rentrer là-dedans, a-t-il murmuré. Pas ce soir. Tout est un mensonge. Viens à la maison, ai-je dit doucement. Viens avec moi. Dans le village. Il a hésité. Puis a acquiescé. Nous avons laissé sa voiture là. Et nous avons pris le train. Mon train. Celui qui me ramenait toujours vers ma solitude. Mais qui, ce soir-là, nous ramenait tous les deux vers un refuge. Les semaines qui ont suivi ont été floues. Thomas a demandé le divorce immédiatement. La procédure a été rapide. Avec l'enregistrement comme preuve irréfutable de l'adultère et de l'intention de nuire, Sophie n'avait aucune chance. L'appartement, acheté en grande partie avec mon argent,
a été attribuée à Thomas. Elle est partie avec ses seules affaires personnelles, dans une valise. Tout ce pourquoi elle avait menti, triché et trahi pendant 3 ans lui a été retiré en quelques jours. J'ai appris par ma cousine que la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans son village. La honte avait été si grande que ses parents avaient vendu leur maison pour déménager dans une autre région. Personne ne savait ce qu'était devenue Sophie. L'homme, Marc, s'était volatilisé dès que l'affaire avait éclaté. Il l'avait utilisé, tout comme elle avait utilisé mon fils. Ils s'étaient détruits mutuellement. Thomas, lui, vivait avec moi. Il avait pris un congé sans solde. Il passait ses journées à errer dans la maison ou à marcher des heures dans la campagne. Il parlait peu. Il était comme une ombre. Parfois, la nuit, je l'entendais se retourner dans son lit, dans sa chambre d'enfant. Le voir si brisé me tuait à petit feu. J'avais gagné la guerre pour lui. Mais j'avais l'impression de l'avoir perdu quand même. Un jour, je l'ai trouvé assis sur le banc au fond du jardin. Le même banc où son père et moi nous asseyions le soir. Il tenait une vieille photo de lui. Petit. Sur mes genoux. J'ai été tellement stupide. Maman, a-t-il dit. Sa première vraie phrase depuis des semaines. Tellement aveugle. Je me suis assise à côté de lui. Tu n'étais pas stupide? Thomas. Tu étais amoureux. Tu avais confiance. Ce n'est pas un crime d'avoir confiance. Il a secoué la tête. J'aurais dû t'écouter. Ce jour-là. Au téléphone. Je t'ai traité de folle. Je t'ai dit des choses horribles. J'étais tellement sûre de moi. Tellement sûre qu'elle était parfaite. J'ai préféré croire une menteuse plutôt que ma propre mère. Comment pourras-tu me pardonner? Sa voix s'est brisée. Et enfin, il a pleuré. Pas des larmes de rage ou de pitié, mais des larmes de chagrin. Profondes et sincères. Il a pleuré pour son amour perdu. Pour sa confiance trahie. Et pour le mal qu'il m'avait fait. Je l'ai pris dans mes bras. Comme quand il était petit et qu'il tombait de vélo. Je l'ai serré fort contre moi. Sentant ses épaules secouées par les sanglots. Chut. Mon chéri. Ai-je murmuré. Mes propres larmes coulant sur mes joues. Il n'y a rien à pardonner. Une mère pardonne tout. Avant même qu'on lui demande. Je suis là. Je serai toujours là. Ce moment a été un tournant. Ce n'était pas la fin de sa douleur, mais c'était le début de la guérison. Nous avons commencé à parler. Vraiment parler. Il m'a raconté tous les petits signes qu'il n'avait pas vus. Toutes les fois où il avait trouvé son comportement étrange mais qu'il avait mis ça sur le compte de la fatigue ou du stress. Il m'a avoué qu'il se sentait souvent inférieur à elle. À son intelligence. À son aisance en société. Il avait tellement peur de la perdre qu'il avait fermé les yeux sur tout le reste. De mon côté, je lui ai raconté mes propres blessures. Les petites humiliations. Les remarques condescendantes. Le sentiment d'être invisible. Je lui ai dit comment je m'étais sentie petite et ignorante face à elle. Et comment j'avais fini par croire que j'étais le problème. Nous avons passé des heures à vider nos cœurs. C'était douloureux. Mais nécessaire. Chaque confidence enlevait une couche de tristesse, remplaçant la honte et la colère par la compréhension et l'amour. Nous nous redécouvrions. Non plus comme une mère et son fils adulte, mais comme deux survivants qui avaient traversé la même tempête. Un après-midi. Alors que nous étions en train de désherber le potager côte à côte, il s'est arrêté et m'a regardé. Tu sais, maman, tu es la femme la plus forte que je connaisse. Je me suis redressée. Surprise.
la terre collant à mes mains. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tu as tout supporté en silence. Et quand il a fallu te battre, tu l'as fait. Pas pour toi. Pour moi. Tu es allée affronter tout le monde? Toute seule? Pour me sauver. Je n'oublierai jamais ça. En entendant ces mots, j'ai senti que toutes les blessures du passé commençaient enfin à se refermer. Le sentiment d'être une vieille femme inutile, une paysanne ignorante, s'est évaporé. Mon fils me voyait pour ce que j'étais vraiment. Une mère. Et c'était tout ce qui comptait. Les saisons ont passé. L'automne a laissé place à un hiver froid et silencieux. Puis les premiers signes du printemps sont revenus dans le jardin. La vie reprenait ses droits. Lentement mais sûrement. Thomas est resté avec moi pendant plusieurs mois. Il a vendu l'appartement de Lyon, coupant le dernier lien matériel avec son ancienne vie. La vente lui a laissé une somme d'argent confortable. Mais il semblait s'en désintéresser complètement. L'argent, qui avait été au centre de toutes les manigances de Sophie, avait perdu toute sa valeur à ses yeux. Il a recommencé à travailler, mais à distance, depuis ma petite maison. Je le voyais passer des heures devant son ordinateur, dans le silence de sa chambre d'enfant. Mais ce n'était plus le même homme. Il était plus calme, plus réfléchi. Il prenait des pauses pour venir m'aider à ramasser les légumes ou à réparer la clôture du poulailler. Il avait retrouvé le goût des choses simples. Nous avons établi une nouvelle routine, paisible et réconfortante. Le matin, nous prenions notre café ensemble sur la terrasse, en regardant le soleil se lever sur les collines. Le soir, nous dînions en parlant de tout et de rien. Parfois, nous ne disions rien, et le silence entre nous n'était plus pesant, mais rempli d'une affection et d'une compréhension mutuelle. Il avait appris à écouter. Et moi, j'avais appris que ma voix méritait d'être entendue. Je n'étais plus la petite femme effacée qui avait peur de déranger. La bataille que j'avais menée m'avait changé. J'avais trouvé en moi une force que j'ignorais posséder. Je n'avais plus honte de mes mains abîmées par la terre, ni de mon manque d'éducation. C'étaient les marques de ma vie. Une vie honnête et droite. Un jour, au début de l'été, Thomas est venu me voir dans la cuisine. Il avait une expression sérieuse. « Maman, j'ai pris une décision », a-t-il dit. Je vais acheter la vieille ferme des Martins, au bout du chemin. Elle est en vente depuis des années. J'étais surprise. La ferme? Mais, tu es sûre? Tu ne veux pas retourner en ville? Retrouver tes amis? Ta vie d'avant? Il a souri. Un vrai sourire. Le premier que je voyais éclairer tout son visage depuis presque un an. Ma vie. Elle est ici maintenant. Je ne veux plus de la ville, de cette course effrénée. Je veux rénover cette ferme. Peut-être y faire un gîte. Je veux travailler de mes mains. Voir les choses grandir. Comme toi. Mes yeux se sont remplis de larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes de pure joie. Il avait trouvé son chemin. Il n'était plus l'ombre de personne. Il était redevenu lui-même. Plus fort et plus sage qu'avant. Quelques mois plus tard, il a signé les papiers. Il passait toutes ses journées à la ferme, à déblayer, à réparer, à reconstruire. Je lui apportais son déjeuner tous les midis. Le voir couvert de poussière, fatigué mais heureux, était mon plus grand bonheur. Il avait retrouvé un but. Parfois, nous parlons encore de Sophie. Mais sans colère, sans haine. Juste avec une sorte de tristesse distante. Elle était comme une maladie.
Une fièvre qui avait failli tout emporter, mais dont nous avions guéri. Sa trahison, aussi douloureuse qu'elle ait été, nous avait paradoxalement rapprochés comme jamais auparavant. Elle avait brisé notre famille pour la reconstruire sur des bases plus solides, faites de vérité et de respect. Aujourd'hui, je suis une femme de 67 ans. Je vis toujours dans ma petite maison, mais je ne suis plus seule. Mon fils est mon voisin. Je le vois tous les jours. Nous partageons nos repas, nos soucis et nos joies. La cicatrice de la trahison est toujours là. Bien sûr. On n'oublie jamais complètement une telle blessure. Mais elle ne fait plus mal. Elle est devenue un rappel. Un rappel que l'amour vrai n'est pas dans les belles paroles ou les cadeaux coûteux. Il est dans la présence silencieuse, dans le soutien indéfectible, dans le courage de se battre pour ce qu'on aime. Je repense parfois à ce jour terrible, où j'étais cachée dans cette armoire, le cœur glacé par la peur. J'étais venue à Lyon pour demander de l'argent, me sentant petite et misérable. J'en suis repartie avec quelque chose de bien plus précieux, la vérité. Et cette vérité, aussi laide soit-elle, nous a finalement libérés. Je regarde par la fenêtre de ma cuisine. Le soleil se couche derrière la ferme rénovée de Thomas. Il est sur le pas de sa porte et me fait un signe de la main. Je lui réponds. Un sourire aux lèvres. Mon fils est heureux. Ma famille est en paix. Et moi? Hélène? La vieille femme de la campagne? Je sais enfin que ma place est exactement ici. Et que je n'ai plus jamais à me sentir de trop.